Et donc, on peut avancer avec notre troisième joueur du jour. On peut aller sur Kobe White. Kobe White, 36 minutes par match, 79 matchs pour Kobe White à Chicago, 98 de true shooting plus, donc moins 2% relatif à la moyenne, 98 pour aller à 100, moins 2% d'efficacité sur le scoring individuel, sur 23% d'usage de basketball référence. Donc un volume pas énorme, mais voilà, un volume de deuxième, troisième option d'équipe, on va dire. Pour te lancer, d'ailleurs, bonne question. Est-on sur la saison de l'éclosion ? Alors, c'est une sensation assez particulière, Kobe White, parce que il a fait sensiblement la même saison que les saisons précédentes, mais avec 2 fois plus de minutes, 2 fois plus de shoot, 2 fois plus d'à peu près tout sur le terrain, mais que ce soit l'efficacité, que ce soit l'usage, que ce soit un peu toutes les autres statistiques restent les mêmes. Donc je sais pas si c'est une éclosion, mais en tout cas, réussir à maintenir son niveau en doublant son temps de jeu, c'est quand même quelque chose de correct. On peut pas lui retirer ça. Après, éclosion, c'est peut-être un terme un peu fort pour la saison. C'est vrai que dans le jeu, on n'a pas l'impression qu'il y ait des progrès incroyables, mais en effet, ne serait-ce que faire, en grosso modo, entre guillemets, si on fait la même chose sur déjà 2 fois plus de minutes et de volume, comme tu dis, c'est déjà une progression, d'être capable de faire la même chose, le même rendement, mais sur beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de minutes et beaucoup plus de volume. Et ne serait-ce que ça, déjà, en soi, ça peut être considéré comme une amélioration, et c'est le cas, à mon avis. Mais c'est vrai que au-delà de ça, par rapport à ce qu'on a connu de lui, il y a presque cette impression que juste le joueur est le même, comme tu dis, c'est juste que quelqu'un est venu monter le curseur de l'attaque et du temps de jeu. Bah tiens, prends plus de ballons, alors qu'au final, on a quand même une version qui est assez similaire à ce qu'on avait avant. Alors, quand même quelques petits changements par-ci par-là, mais c'est vrai que la base de son jeu, ça reste aussi le 3 points, et on a eu, là encore, un mec qui est à peu près sur les mêmes efficacités que toujours, c'est-à-dire 37% en carrière. Cette année il a 37, ok, le volume est beaucoup plus gros, mais aussi parce qu'il passe plus de temps sur le terrain. Mais tu vois, j'avais un peu regardé, si tu prends un peu le nombre de tirs tentés par 36 minutes par exemple, donc on met tout à plat, tout par 36 minutes, finalement l'an dernier il était à 7,2 3 points tentés par 36 minutes. Cette année, il est à 6,9. Donc, en fait, on est exactement la même chose, quoi, pour le coup. Mais ça reste la force de son jeu. C'est ce 3 points un peu, pas de niveau d'élite, mais de très bon niveau, et un 3 points surtout dynamique, avec du mouvement, avec du pull-up aussi, de la sortie d'écran. Donc ça, c'est quand même la force de son profil. Et c'est vrai que, au-delà de ça, on a aussi deux, trois petites faiblesses historiques que sont le drive. Et là aussi, pour le coup, je trouve qu'on a quand même des progrès. On en a parlé un peu dans la saison déjà, mais c'est un mec qui était assez mauvais, voire même très mauvais en drive, et qui cette année, finalement, tu vois, parmi les drivers qui ont un volume similaire au sien, c'est-à-dire plus de 8 par match, en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive, il est 55e centile. Donc il est aussi bien ou mieux que 55% des joueurs NBA avec un tel volume de drive. Donc voilà, on est au niveau de la moyenne. Donc ça fait aussi partie des petites améliorations que je trouve on peut noter, même si globalement on a grosso modo le même joueur, mais voilà, quand même un peu meilleur sur drive. Le régime de tir aussi, qui est un peu différent, c'est-à-dire que le pourcentage de paniers assistés est passé de 65 à 50, donc là aussi il est quand même un peu plus... il se crée plus son tir qu'avant, mais je sais pas à quel point on peut parler, en effet, je te rejoins, c'est pas non plus une explosion spectaculaire non plus, on peut pas dire ça, mais c'est déjà un mec qui a pris en volume, et ça c'est déjà bien, quoi. Ouais, et puis en fait ce qui est assez intéressant, c'est que je sais pas comment on dit si c'est une explosion, mais ça progresse, c'est-à-dire que de souvenir, ces 2-3 premières saisons, c'était vraiment assez cataclysmique sur tous les points. Que ce soit comment dire, les choix de shoot, Ouais. l'efficacité, tout, il y avait rien qui fonctionnait très très bien. Ensuite, sur un usage un peu plus bas, ça a commencé à un peu mieux tourner les 2-3 dernières saisons, et là cette année ça a encore augmenté, ça tourne à peu près bien, donc on peut espérer une progression qui continue. Bon, ça ne deviendra jamais une option numéro 1 d'une équipe qui t'emmène au titre, mais ça reste un joueur qui a 24-25 ans, qui n'a que 5 saisons dans la ligue. On peut espérer avoir un peu plus d'efficacité sur un volume qu'on a là, donc c'est-à-dire 24% d'usage, ce qui ferait une potentielle plutôt bonne deuxième ou troisième option, ou un excellent sixième homme dans une équipe qui veut aller loin, quoi.
Bah, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a un peu ce scénario possiblement où là, il fait du quasiment 37 minutes par match à Chicago parce qu'il y a aussi la place, etc. Et que Chicago est pas forcément une très bonne équipe, plutôt pas mal, mais pas une très bonne équipe. Je me demande à quel point ce style de jeu et ce profil de Kobe White, c'est pas un mec qui peut aider une excellente équipe, mais peut-être dans un rôle un peu plus mineur, quoi, au final. Et tu vois, c'est aussi dans ce sens où on a noté des petits progrès par-ci par-là, un peu sur le drive, le volume qui a augmenté, donc ça c'est bien. Le côté, il se crée plus son tir qu'avant en termes de pourcentage de paniers assistés versus non assistés. Ok. Après, c'est vrai qu'il reste un peu des deux trois faiblesses un peu, je vais pas dire majeures, mais bah tu vois en termes de création pure, on reste un peu limité. Et encore cette année encore, je veux dire, tu vois cette année en termes d'isolation, une par match, à peine une isolation par match, donc un seul vrai 1 contre 1 par match joué cette année, avec une efficacité qui est 0,82 points par possession. Le chiffre, on s'en fiche, mais c'est dans le 31e centile en NBA. À peine 31e centile, donc on est quand même largement en dessous de la moyenne en termes de création pure de scoring. Et l'autre côté aussi, on l'a pas trop abordé, mais c'est le passing. Et là encore, oui, ok, il a augmenté à 5 passes par match, mais parce qu'en fait, il a doublé son temps de jeu, et donc oui, il passe de 3 à 5. Mais là encore, je pense que c'est aussi un plafond par rapport à son profil, c'est que c'est un passeur pas mal, qui maîtrise un peu les basiques, en plus il a cette chance d'avoir un jeu assez dynamique en termes de scoreur, donc ça peut créer des opportunités. Mais c'est vrai que ça a jamais été un top passeur, ça a jamais été un mec qui fait des lectures avancées. Et tu vois, c'est un peu là-dessus où je trouve que ça peut être, ça a été une saison de très haute facture, mais je le mettrais peut-être pas à la hauteur de certains parce que le côté création pure n'était peut-être pas là pour le scoring, et puis le passing non plus. Je sais pas ce que tu penses du passing, mais c'est pas du passing avec une telle plus-value à mon sens. Oui, non, je suis totalement d'accord. C'est assez limité, et c'est vrai que la quantité est plutôt due à comme on l'a dit, à son augmentation de temps de jeu, qui est notamment liée à la blessure de Zach LaVine, que comment dire, une amélioration personnelle de son côté, parce que juste sur les stats primaires, rien que l'assist usage, ça a pas augmenté. Enfin, il y a pas mal de choses qui n'ont pas augmenté. C'est comme on l'a dit, en fait, c'est que la quantité a augmenté parce que le temps de jeu a augmenté. Donc je te rejoins là-dessus qu'il a pas beaucoup progressé là-dessus. Après, il y a quand même une nuance à apporter sur le fait que il est quand même dans une équipe lui aussi dysfonctionnelle. Donc c'est vrai que le coach est un peu perdu. Il a un effectif qui a pas mal bougé, qui n'a jamais vraiment trop visé quelque chose. Il était à côté de joueurs comme notamment DeMar DeRozan, qui est assez enfin, c'est un joueur à un profil particulier. Enfin voilà, il est aussi dans des circonstances plutôt atténuantes, notamment pour son passing. À voir si dans les saisons à venir, que ce soit à Chicago ou ailleurs, il y a des améliorations collectives qui pourraient lui permettre de se développer. Oui, mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que pourquoi est-ce qu'il a joué autant à côté comme tu dis, DeRozan, Vucevic, etc. Bah, c'est le shoot en fait. Hein. Et Ouais, bien cette sûr, capacité oui. d'être une vraie menace de shoot off-ball quand t'as DeRozan qui va créer, quand t'as Vucevic qui va prendre beaucoup plus de ballons qu'il ne devrait, enfin bref, quand t'as plein de mecs autour de lui, finalement il a aussi un gros temps de jeu parce qu'il peut jouer off-ball. Donc ça c'est aussi mine de rien, tu vois, en termes de valeur, c'est quand même pas mal d'avoir un mec qui peut opérer avec la balle, même si pas génial, mais aussi surtout off-ball. Moi j'aime pas mal ça. Et puis l'autre côté, c'est que la défense, tu vois, pour moi, c'est quand même un bon signe pour. Bon, je sais que tout le monde n'est pas fan de Billy Donovan. Moi, je l'aime bien. Pardon les fans de Chicago, mais non, mais c'est quand même un coach assez typé défensif, mine de rien. Au moins, vous pourrez m'accorder ça. Et en un sens, je trouve ça assez intéressant de voir que pour un coach défensif, il est viable et il peut jouer 36 minutes par match. Tu vois, c'est un indicateur assez fort pour moi que c'est pas la cata non plus comme ça a pu être au tout début. Donc là aussi, je pense qu'on parlait un peu de progrès. Là, pour moi, il y a eu de bons progrès en termes de niveau d'effort, en termes de défense on-ball, en termes de voilà, ce sera jamais génial. C'est juste qu'avant, ça pouvait être assez cata par moment à ses tout débuts, ce qui est pas non plus anormal. Mais là aussi, on a eu de bons progrès. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un mec qui est très grand, Kobe White. Il fait 6'5", 6'6" de taille. C'est pour ça que moi je l'aimais beaucoup à l'époque de la fac, je l'avais scouté et j'aimais beaucoup son profil. Mais le problème, c'est qu'il fait 6'5", donc une taille de très grand meneur ou de petit arrière, mais il a des bras de T-Rex en fait. Il a une envergure de bras assez négative. Donc tu vois, en défense, quand on répète, enfin là, on en parlait depuis la draft, mais en défense, il joue beaucoup plus petit que ce qu'il n'est parce qu'il a pas du tout les bras qui vont avec. C'est vrai qu'il est pas. Enfin, on a
une mauvaise vision de lui sur son physique, parce que c'est vrai il joue beaucoup sur les deux postes en fait. C'est ça, ouais. Il est pas assigné au poste de meneur, il est pas assigné au poste d'arrière, et comme tu l'as dit, cet aspect, notamment je parlais offensivement sur sa disponibilité off-ball et le fait qu'il n'est pas un aspirateur à ballon comme son profil pourrait le laisser croire, ça lui permet de gagner du temps de jeu qu'il a plutôt bien transposé cette année. Ouais. Et je suis en train de regarder en termes de playmaking défensif, tu sais, c'est toujours un peu lié, alors soit au QI basket, mais soit aussi au bras. Hein. Si t'as pas des bras et si t'as pas une bonne envergure de bras, en général, c'est quand même plus compliqué de faire des interceptions ou des trucs comme ça. Il est à 0,2% de block percentage et 0,8 de steal percentage. Et j'essaie de regarder, ouais, il y a même pas 15 noms qui sont aussi peu playmakers défensifs cette année en NBA. Et encore, si on met les gros volumes, hop, je remonte le critère, ouais, ils sont 3. Ils sont 3 à faire aussi peu. Bref, donc, il y a un peu cet aspect qui va le tirer vers le bas en défense ok, il fait un peu les efforts, il coulisse, mais il manque un peu ça, mais bon, bref. Passons sur la défense. Ok, bien, allons vers le classement. Où est-ce qu'on imagine Coby White qui, rappelons-le, n'était pas du tout dans le top 100 l'an passé, parce que c'était un joueur assez anecdotique au final. Mais maintenant qu'il est titulaire, gros titulaire, et qu'on a décrit son profil, où est-ce qu'on l'imagine alors ? Alors c'est dans la dernière partie du classement. Maintenant, la question c'est où. Je suis en train de regarder un peu. Moi, je le vois bien, malheureusement, plutôt bas quand même. Parce que malgré le fait que tout a augmenté, il reste en dessous de la moyenne en termes d'efficacité. On a parlé de sa défense, on a parlé du fait qu'il n'ait pas trop de passing non plus. Ça reste un shooter correct, mais c'est pas non plus Austin Reeves comme on en parlait il y a quelques minutes. Donc moi, je l'ai plutôt autour du trio Anthony Simons, Aaron Nesmith, Josh Hart. Donc Anthony Simons qui est autour de la 67e place. 67, hein. Ouais, c'est ça. J'avais un peu ce même point de repère, mais je trouve que Simons c'est bas en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire, je trouve qu'il correspondait pas trop au profil et tout qu'il y avait autour. Ouais. C'est ce que j'étais en train de regarder, par exemple. Mais même Jeremy Grant, hein. Il y a Jeremy Grant juste au-dessus de lui, Jaime Jaquez. Ouais, même Jeremy Grant, j'étais en train de le chercher. Ouais. Mais tu vois, moi de but en blanc, je pense que je crois que je préfère assez facilement Simons par rapport à Coby White. Après, je parle un peu dans l'absolu. Par rapport aux saisons, ça peut s'argumenter que mine de rien, Coby White avait un tel apport cette année, donc vu qu'on juge la performance, mais on est d'accord qu'il y a un peu de duel quand même entre ces deux, non ? Ah oui, carrément, oui. Mais moi, même les deux, potentiellement, ils peuvent être remontés de quelques places. Hein. Moi, je l'ai mis là parce que je trouve que les profils, alors même s'il y a quelques différences, notamment sur le passing, je pense que ça se correspondait pas mal. Mais les remontées de quelques places, notamment je vois par exemple Donte DiVincenzo autour de DiVincenzo, ce serait pas déconnant, je pense. Écoute, on peut le coller à Anthony Simons si tu veux bien. Coby White, Anthony Simons, et potentiellement remonter. Alors je sais pas si on le fait aujourd'hui ou je sais pas si on le fera plus tard. Mais tu vois, j'avais un autre point de repère qui était Tyler Herro. Mais qui est 10 places au-dessus. Je sais pas ce que tu en penses un peu de ce duel Herro-Coby White. Je pense que Herro a tout de même du passing, de plus de créativité, plus de passing et plus de création de jeu à mon sens. Mais en même temps, dans les faits, je pense pas qu'il y ait un écart tant que ça quoi, entre ces deux, tu vois. Ouais, j'avoue que je regarde ce qu'il y a autour là. Ouais, après j'avoue que les profils, moi j'aime bien les profils de Jalen Johnson, Keegan Murray, etc. Ouais. Et je pense que dans une équipe fonctionnelle, c'est plus intéressant potentiellement de les avoir que Coby White. Après, sur la saison même, je pense que Tyler Herro, moi ça me semble un tout petit peu haut, mais 2-3 places en dessous, on va dire entre Donte DiVincenzo et Keegan Murray, ça me semblerait pas... Est-ce que Tyler Herro est trop haut ou pas ? Est-ce que ça c'est une question aussi. Sinon, je te propose, on peut faire un tir groupé. On prend Tyler Herro, ensuite on enchaîne Coby White, ensuite Anthony Simons, et on les place au milieu. On les colle à Klay Thompson, tu vois, par exemple. Un peu au milieu. Donc on fait un peu descendre Tyler Herro, on fait un peu monter Anthony Simons, et on colle ces trois-là, comme ça. Ouais, franchement, ça me semble ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal entre Dante DiVincenzo et Klay Thompson, un truc comme ça. Ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Quelle créativité on a, dis donc. Ouais. Ok, faisons ça. Non mais ça me va ce tir groupé là. Tout ça pour que ça soit détruit dans 3 épisodes, c'est assez fantastique. Hein. Pourquoi t'as peur que Hazard passe par là et détruise tout peu importe, hein, on sait très bien que à chaque fois qu'on repasse sur le classement, on se dit ah mais ça je l'aurais fait autrement, ah mais ça aussi, c'est vrai. Mais je me retiens beaucoup, mais là je me retiens pas parce que ça me semble assez cohérent de le faire quand même, de rapprocher un peu ces trois profils. Donc pour une fois, je cède. Ok, bah, faisons ça, ça me va très bien. Ok, donc on est autour de la 60e place grosso modo, 62 on va dire. Et donc petit quiz, nous sommes le 20 janvier 2024 et c'est un poster dunk en transition contre Memphis. C'est le quiz un peu dur du jour. Marrant, ça. Chicago-Memphis, tout le monde se souvient de ce match du 20 janvier. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk en transition de Kobe White? Alors, donc Kobe White, Ayo Dosunmu. Effectivement, Ayo est là, oui. Ok, Demar DeRozan. Oui. Patrick Williams. Non, pas Patrick, on l'a pas attendu. Alors, ça doit être un jeu de mots que je n'ai pas. Non, c'est juste, on n'attend pas Patrick, c'est juste. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas du tout. Donc, comment il s'appelle, Vucevic. Oui, tout à fait. Et donc, il m'en manque un qui serait un ailier 4. Qui est-ce qu'ils ont à ce poste-là? Qui sort de la fac de Texas A&M. Ah, désolé, les facs, ça va pas Qui m'aider. jouait à la fac avec Daniel House. Non, mais j'essaie de donner des indices basket parce qu'il paraît que mes indices jeux de mots ils sont trop pourris, donc. J'avoue que les indices basket ça peut m'aider, mais pas la fac. C'est quelqu'un, un moustachu qui était aux Lakers, champion NBA. Oula, alors champion NBA, qu'est-ce que champion NBA avec les Lakers en 2020, qui est désormais dans une équipe qui a fini première de l'Ouest. Il a été échangé contre un Australien cet été. Comment il s'appelle? Je crois que c'est pas Torrey Craig? Non, parce que je sais qu'il était à Chicago. Putain. Non, il a été quelqu'un qui a été échangé à OKC contre Josh Giddey. Caruso, je suis bête. Eh ben oui, Caruso. Caruso, évidemment. En fait, je cherche tellement compliqué que les évidents, on les a plus. Non, mais c'était le classique côté Chicago et donc. Et Memphis, alors là, ça va être beaucoup moins drôle. Et donc Memphis, ouais. Desmond Bane. Bane n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Ok, Conchar. Aldama. Exactement, Santi Aldama est là. Ok, Jaren Jackson. Oui. Il y avait pas comment il s'appelle, Derrick Rose? Non, il n'y avait pas Derrick Rose. Il y avait un mec très jeune, qui est le frère de Michael. Alors Michael, c'est Porter Junior? Non. Il y a un Porter Junior? Je me suis dit non, parce que je sais qu'il y a eu des soucis avec tous les Porteurs Junior, et je savais pas qu'il y en avait un. Moi je pensais au roi de la pop. Jackson, mais alors j'ai pas le prénom. Il y en avait tellement des Jackson que... C'était J.J. Jackson. C'est le très jeune ailier. Et le dernier... pas du tout. On va voir, parce que quand je fais cet indice, personne ne le comprend jamais. Le dernier, il est dans la mare. La mare au... Canard. Et donc Luke Kennard. Exactement, Luke Kennard. Tout à fait. Tout à fait. Celui-là est tiré par les cheveux. Ouais. Très, très capillotracté, évidemment.